En égyptien pharaonique, il existe un hiéroglyphe qui incarne cette idée. Le voici, c'est le signe classé V22 d'après la nomenclature de Alan Gardiner, qui représente un fouet. Valeur phonétique M, soi-disant H, mais c'est plutôt un X qu'un H, car c'est un H, disons, diacritique. Je vais pas aller dans les détails. Je dis, on le sait pourquoi, parce qu'en Bambara, on dit lama, qui signifie remuer. Alors, ce signe représente un fouet, j'insiste. D'accord? Vous le voyez, c'est ça. C'est le signe classé V22. En Bambara, on dit lamaga, remuer, agiter, frapper, donner une correction. Voilà pourquoi on utilise le fouet comme symbole, car c'est un objet concret qui incarne une idée. Mais il y a le principe des homophones qui advient, parce que la notion de souplesse, effectivement, c'est une notion abstraite. Pour l'incarner dans la réalité, on est obligé d'utiliser un qui s'appelle comme le concept auquel nous faisons référence. Ici, en l'occurrence, il s'agit bien sûr de la souplesse incarnée par un fouet qui lui-même est souple. Bon, je reprends. En Bambara, lamaga, remuer, agiter, frapper, donner une correction, dérive du verbe maga, qui signifie frapper. Le concept entretenu par ce signe, le signe que vous avez ici à l'image, s'illustre à partir du rapprochement que le Bambara maga, frapper, observe avec maga ou magan, qui signifie souple, flasque, mou, apathique, dont dérive la magaya, ramollir, assouplir, magaya, rendre malléable, devenir apathique, assouplir, ramollir. Alors ici, j'ai voulu faire un lien, sans insister, avec le carnaval. Parce que le carnaval, vous le savez, s'ouvre, tout au moins les déboulés s'ouvrent avec des fouets. On vous a raconté un ensemble de faits relatifs à l'origine de cette pratique. Sachez que c'est une pratique isiaque qui existe depuis longtemps, je vais le dire de cette façon, d'accord? Parce que la pratique qu'on appelle aujourd'hui le carnaval, c'était des célébrations isiaques. Le fouet entre dans ce contexte pour les motifs que c'est Isis qui gouverne les déboulés. Vous devez le savoir, d'accord? C'est pour cette raison. Je ne vais pas insister aujourd'hui sur ça, parce que ça nous mènerait ailleurs. Je ne vais pas parler spécifiquement du carnaval, mais je voulais simplement attirer votre attention sur une pratique que vous observez chaque fois que vous voyez un déboulé arriver, mais on associe au fouet de l'esclavagisme. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. La fonction du fouet, c'est l'ouverture. L'amaga, c'est le mouvement. Le principe du déboulé, c'est la purification. Et c'est Isis qui est en œuvre quand on parle de purification. Je pourrais revenir là-dessus, c'est d'autres aspects, parce qu'elle est une matrice, elle est une vierge, donc elle purifie. Bon, donc, vous verrez cette pratique aussi dans une fête, disons, romaine récemment, qu'on a appelée le Lupercal, de lupus qui signifie le chien. Bon, hier j'ai parlé du chien, je ne veux pas revenir aussi là-dessus, mais je voulais vous dire, vous voyez parfois ces jeunes garçons qui ont des fouets. Bon, on est en train de sacrifier un bouc. Bon, ce sont des choses sur lesquelles on pourra revenir si ça intéresse les gens. Enfin, voilà, si ça vous intéresse, je pourrais insister là-dessus, mais vraiment aujourd'hui, j'ai voulu parler d'autres choses. Mais ces jeunes gens, c'est la libre interprétation d'un artiste, hein, d'accord? Sachez que les femmes qui se font battre dans ce type de représentation, notamment, ce sont les femmes qui veulent devenir enceintes. Même dans les rituels, dans les traditions, disons, bon, le mot aujourd'hui c'est le carnaval, mais c'était des panigéries. Le mot que les Grecs utilisent, c'est panigérie. Les grands rassemblements pour les fêtes d'Isis et Osiris, etc. C'est déjà le fouet qu'on utilise. Pourquoi? Vous verrez le lien entre le fait de devenir enceinte et la notion d'empreinte que je suis en train d'initier, la notion de souplesse, de malléabilité, etc. Et ces femmes qui se faisaient frapper parce qu'elles cherchaient le fouet. Quand les jeunes gens couraient dans les rues avec les fouets, elles recherchaient le fouet quand elles voulaient. Parce qu'il y a une relation entre la malléabilité qui est un symbole hiéroglyphique. Donc on voit que ça vient d'Égypte. On voit, d'après le signe, que ça vient d'Égypte, car le fouet, dans le contexte égyptien, renvoie aux notions que je suis en train d'évoquer. Mais le fait de devenir enceinte est essentiellement, fondamentalement lié à ce registre-là. Et vous verrez que dans les traditions subsahariennes, c'est-à-dire en Afrique noire aujourd'hui, les femmes enceintes vont souvent rechercher certains mets qui sont mucilagineux. Par exemple, le gombo, c'est encouragé. Le silure, un poisson très, très souple, très mou. Ce sont ces mets-là valorisés quand une femme est enceinte, parce qu'on sait la relation qui unit ces matières, en quelque sorte, je vais le dire de cette façon, au fait même de savoir et de pouvoir enfanter. Et c'est la loi fondamentale en fait qui impose cette manière de faire, cette manière de voir. Et dans la pratique, on l'observe, d'accord? On l'observe. Ce sont des choses qu'on observe. Parfois, elles vont manger ce qu'on appelle le kaolin. C'est de l'argile. Je ne sais pas si vous connaissez le kaolin ici. C'est une sorte de sable, je dirais, blanc, que les femmes enceintes recherchent. On ne sait pas pourquoi, mais elles ont ce besoin
Et c'est de l'argile, en fait, qui est malléable essentiellement. Et ça a les réalisations des caractères sacrés égyptiens, qu'on appelle les hiéroglyphes. Donc, ici, cette graphie, objectivement, correspond au copte, mouk ou mek. Hein? C'est le mot même wolof, mok, pour dire être souple. Voilà pourquoi on utilise. Parce que, alors, je vais parler brièvement de ce qu'on appelle un signe directeur dans l'approche analytique. Le signe directeur, en contexte, c'est le signe qui représente un fouet parce que c'est un bilitaire. Il sollicite 2 lettres dans l'alphabet, pour être court, et à lui seul, il suffit pour lire la graphie dans son ensemble. Je l'ai souvent expliqué quand je fais les cours un peu plus... mais ici, je ne veux pas insister sur ces aspects. Donc, cet exemple correspond au copte. Cette graphie ici correspond au copte mouk ou mek, parce que le copte a plusieurs dialectes, vous le savez, donc qui signifie remplir, saturer. Il est solutionné par le lingala. En lingala, qui est une langue bantoue que vous connaissez peut-être, parlée au Congo, on dit meke, plein. En baka, c'est maka, rempli. En djoula, langue de Sénégambie, on dit mege, c'est plein. Je donne ces exemples pour vous montrer comment ça se vocalise. Et on trouve effectivement le mot maka, qui est donc associé au signe en question, en contexte. Ça veut dire que ce que j'ai dit, c'est vrai. C'est-à-dire, on a la preuve par la vocalisation que le mot sollicité par ce fouet, qui sollicite le mot lamaga en bambara, qui signifie frapper, donc on voit le rapport avec le fouet, bien évidemment, eh bien, il se vocalise comme je suis en train de l'annoncer. La conséquence de ça, c'est quoi? C'est que vous avez maintenant une graphie qui va donc nous intéresser, parce qu'on va maintenant parler d'Isis. D'accord? Vous avez en égyptien pharaonique une graphie qui se présente de cette façon avec un déterminatif particulier, vous allez voir. Translittération, les égyptologues translittèrent Mehen, ils lisent Mehen, ils rajoutent des E. Traduction, l'enroulé, Ouroboros. D'accord? Je vais vous expliquer ce que c'est si vous ne le savez pas. Mais enfin, sachez que ce qui est écrit là, Mehen, c'est le bambara, c'est Mahan ou Magan. Hein? Magan, qui signifie être souple, flasque. On le voit d'après le déterminatif. Quand vous voyez ce déterminatif, c'est un ophidien, c'est-à-dire un serpent, qu'on représente avec des vrilles, pour signifier la souplesse. La souplesse. Alors, qu'est-ce que c'est que l'Ouroboros? C'est un mot qui procède de la langue grecque, en tout cas. L'Ouroboros, c'est le serpent qui mord sa propre queue. Je pense que peut-être certains savent cela. Et c'est un symbole très important dans la science en général, l'alchimie en particulier. Ceux qui se sont intéressés aux sciences occultes connaissent l'Ouroboros. Ce n'est pas possible de ne pas le savoir. Sachez que cette puissance qu'on appelle l'Ouroboros est intimement liée à Isis. Bon, mais je vais le montrer par des exemples, par des choses... Bon. Orapollon nous dit quelque chose d'intéressant. Orapollon, c'était un auteur égyptien qui a vécu au 5e siècle. Il a vécu au 5e siècle. Il a publié un ouvrage qui a pour titre Hieroglyphica, ouvrage dans lequel il présente un ensemble de signes et il en donne la signification. Il écrit, c'est un ouvrage publié en langue copte. Il écrit comment donc en parlant des anciens Égyptiens, comment ils représentent un roi très puissant. Quand ils veulent représenter un roi très puissant, ils peignent un serpent disposé comme pour figurer l'univers et ils lui mettent la queue dans la bouche. Il parle en fait de l'Ouroboros, mais vous verrez qu'en fait, il parle de ce que les égyptologues appellent le cartouche, parce que c'est le cartouche qu'on utilise pour écrire le nom du roi. Bon, je reprends. Quand ils veulent représenter un roi très puissant, ils peignent un serpent disposé comme pour figurer l'univers et ils lui mettent la queue dans la bouche. Ils écrivent le nom du roi au milieu de l'enroulement, donnant à entendre par cette graphie que le roi régit l'univers. Il conclut en rappelant que le nom que les Égyptiens donnent au serpent est Messie. Voilà ce qu'il dit Orapollon au 5e siècle. Ce dont il est en train de parler, c'est de ce symbole-ci qu'on appelle le cartouche en égyptologie, qui est généralement représenté par une corde, parce que la corde peut remplacer le serpent conceptuellement. Elle est dans la même description de quelque chose de malléable, etc. Mais enfin, il parle du serpent qui se mord sa propre queue, mais il représente un cartouche à l'intérieur duquel on inscrit le nom du roi. Alors, je dis, Orapollon dit que le serpent figure l'éternité, c'est ce qu'il dit dans l'écriture égyptienne, et pris comme l'Ouroboros, c'est-à-dire un serpent qui mange son propre corps, il représente le cartouche dans lequel est inscrit le nom de couronnement du roi d'Égypte. Et je rappelle qu'il est en train de parler de ce serpent, parce qu'en égyptien pharaonique, dans l'Égypte antique, pour parler de ce serpent qui mange son propre corps, on dessine cette graphie. Les égyptologues l'appellent Mehen, c'est comme ça qu'ils l'appellent. Bon, parce que c'est une convention, je le rappelle. En égyptologie, on rajoute des E pour pouvoir vocaliser. Mais en fait, le mot existe dans les langues mandées. On dit Mahan ou Mahan.
etc., etc. Bon, voilà. Donc, comment je sais pourquoi les Égyptiens utilisent ce symbole pour inscrire le nom du roi? Il suffit également, encore une fois, de questionner les langues mandées. Alors, je vais lire ce texte et ensuite je vais faire quelques commentaires. En égyptien pharaonique, l'ouroboros est distingué par l'appellation, donc c'est une graphie que je présente, l'appellation translitérée soi-disant meren, okay, qui signifie s'enrouler en tant que verbe et l'enrouler, anneau ou enroulement en tant que substantif, c'est-à-dire en tant que mot. D'où le mot translittéré de cette façon, on peut dire mérénite, je ne sais pas comment ils le lisent, mais en fait ça signifie l'enrouler, qui est une épithète féminine de divers serpents. Alors je marque une pause ici, peut-être qu'il y en a parmi vous qui connaissent, mais je vais le montrer de toute façon, qui connaissent un peu les hiéroglyphes et qui savent qu'en égyptien pharaonique, les noms des divinités féminines sont généralement déterminés par un serpent. Parce que la qualité ontologique de la femme, c'est la malléabilité, c'est la souplesse. Parce qu'elle est l'espace de génération qui reçoit une empreinte pour engendrer. D'accord ? C'est pour ça qu'on utilise le serpent comme déterminatif, par exemple, pour le nom d'Isis, le nom de plusieurs divinités égyptiennes. Cette qualité pour des divinités masculines, jamais, ça n'existe pas. Ce n'est même pas pensable. D'accord ? Bon, donc, je reprends. En égyptien pharaonique, l'ouroboros est distingué par l'appellation translittérée entre guillemets mehen, qui signifie s'enrouler, et l'enrouler, anneau ou enroulement en tant que substantif. D'où le mot que vous voyez, c'est une graphie, qui signifie l'enrouler, qui est une épithète féminine de divers serpents. Cette graphie correspond au soninké. Le soninké, c'est une langue mandingue, donc qui est parlée au Sénégal, enfin voilà, au Mali, etc. On dit mahane, qui signifie se mouvoir, d'où la maka, le mouvement, d'accord? Mahane signifie se mouvoir, se remuer. Mahanaye, le mouvement, remuement, mouvance. Je vais faire un commentaire ici, parce que peut-être que ça reste encore très éloigné d'une réalité que vous pouvez pourtant percevoir. Sachez que les mâles, les garçons, les hommes, sont naturellement attirés par les formes arrondies, les formes qui observent les mouvements. C'est naturel. Chez l'homme, il ne peut même pas y résister. Ontologiquement, il est codifié pour rechercher ça. D'accord ? Donc, vous verrez, bon, je pense que vous êtes dans une société, vous avez le zouk, par exemple, pour illustrer bien. Enfin, c'est un exemple, pour me faire comprendre, parce que je ne parle pas des choses qui sont dans le ciel, et puis que, non, c'est concret. Parce que nous sommes codifiés, nous répondons d'une loi fondamentale. Donc, la manière de se comporter dans la société répond de ces catégories-ci. Les hommes vont rechercher ça chez les femmes. Un homme va être attiré naturellement par les mouvements. Parce que, ontologiquement, il sait que cette chose-là peut procréer. Parce que l'homme a aussi tendance, généralement, à rechercher, à se multiplier. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire, hein? Je parle ici du mal en tant qu'entité, ontologiquement. C'est vrai par les animaux, c'est-à-dire les bêtes, c'est vrai par les humains aussi. C'est-à-dire qu'il suffit d'observer la nature pour bien comprendre que ce que je dis là n'est pas compliqué à comprendre. D'accord? Je veux ramener ça à cette simplicité parce que vous devez comprendre que je parle des choses concrètes. Donc, de la spiritualité objective de tous les jours. D'accord? C'est ça. Parce qu'à partir de là, les rituels vont naître. Quand on comprend ça dans le monde, évidemment. Enfin bref. Donc, la relation que les anciens Égyptiens établissent entre le serpent qui mord sa propre queue et le cartouche vient de ce que, en son Mahane, se mouvoir, se remuer, figuré donc par ce serpent, ou cette variante, se présente comme un homophone du titre Mahan ou Magan, porté par les souverains soudanais. Ce que je dis ici est très important, parce que c'est le signe que la civilisation égyptienne est mandingue. Parce que si, en Égypte antique, on utilise l'ouroboros, figuré sous la forme d'un serpent, pour inscrire le nom du roi, sachez que chez les mandingues, pour appeler le roi, on dit Karimahan. Parfois on dit Kayamahan, pour dire l'empereur, le roi, qui traduit littéralement le maître de l'or. Je vais vous montrer vraiment la chose telle qu'il faut, vous allez le voir. Mais c'est parce que les mots sont les mêmes qu'on utilise donc ce serpent qui s'appelle Mahan pour servir d'enroulement au nom du roi. Donc je reprends. La relation que les anciens Égyptiens établissent entre le serpent et le cartouche vient de ce que le soninké, Mahane, se mouvoir, se remuer, figuré par les graphies que je présente ici,
apparaît comme homophone du titre Magan, on dit Mahan, Magan, porté par les souverains soudanais. Alors je vais citer Maurice Delafosse parce que, pourquoi je le cite? Parce que c'est un dictionnaire qui est connu, un dictionnaire qui est disponible sur Internet en PDF, parce que vous pouvez avoir accès à cette référence. C'est pour ça que je n'ai pas besoin de Delafosse pour parler le Bambara, d'accord, mais j'aime bien citer les sources parce que pas tout le monde qui naturellement a cette facilité de rechercher, d'avoir le temps pour faire des recherches. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez avoir ce dictionnaire, c'est facile. Donc Maurice Delafosse signale donc des variantes. Donc dans le Mandé, on dit